just joining us, you may be joining not under your name. You may see your name as Haley. If that is the case, please hover over your little square on Zoom, and you'll see 3 dots that pop up, and it does give you the opportunity to rename yourself, and you could go ahead and do that. And also, this recording or this webinar is being made available in French, Spanish, and English. So you will need to select a language for you to participate in. If you hover over the main Zoom square, you'll see down at the bottom are all the controls for the webinar. And there should be a box that says interpretation, and you can click your language there. I think we have almost everybody joining us at this moment, so we'll go ahead and get started. While we're doing some of the logistics of the webinar, please do feel free to type into the main chat box where you are from, your name, and your organization. And I do apologize, my cat is making a lot of noise at this very moment, so apologies for the background noise. I'm Danielle Heiberg. I'm the Advocacy Advisor with Global Water 2020, and I'm excited to have you join us for today's discussion. We'll start the session with just a few short remarks, but the majority of the time today will be an open discussion so that you can share your experiences, successes, and challenges and learn from each other. Before I turn over the discussion to the facilitator, a few logistics. As I've already mentioned, the webinar is available in French, English, and Spanish. By now, you should have already selected your language using the interpretation button at the bottom of the screen. To help the facilitators, when speaking, please be sure not to speak too quickly. And from time to time, comments may be repeated in English to facilitate the translation. The webinar is being recorded and will be available in all 3 languages on Global Water 2020's YouTube channel later this week. Please use the chat box for comments, reactions, and questions. If you would like to speak during the open discussion portion of the session, you will need to use the raise your hand function and wait to be called on. And we'll go over those instructions again when we get to that part of today's discussion. And now I would like to introduce the facilitator for today's discussion. Ellen Walter is an international advocacy expert at IRC, where she leads the international component of the Watershed Empowering Citizens Strategic Partnership. She has worked with the US government as well as the private and nonprofit sectors, including as a sustainability director with WASH Advocates. Over to you, Ellen. Hi, everyone. Thank you so much for joining us today. We're excited to have you here as part of this great roundtable discussion. We're excited to see so many people representing so many places around the world and such diversity of experience. Some of you I know and know the great contributions you've done in advocacy, and so we're excited to hear from all of you today. We're going to start off today with brief remarks from Angela Nguku. Angela is the founder and executive director of the White Ribbon Alliance Kenya. It's a people-led movement for reproductive, maternal, and newborn health and rights. She is passionate about maternal, newborn, and adolescent health. She is the champion whose career spans over 16 years of dedicated work towards ending preventable maternal and newborn deaths globally and amplifying the voices of the marginalized and vulnerable populations in Kenya, throughout Africa, and around the world. So what I'd like to do is turn over at this point. Nous aimerions céder la parole maintenant à Angela. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'utiliser la fonction de clavardage pour vos questions, vos commentaires et tout autre commentaire que vous aimeriez faire pendant et après la présentation d'Angela. Angela, à vous.
Thank you so much, Eileen. Thank you for the humble introduction. I was turning on my video for a short time and I turn off because I know my network might have instability because my power is not stable today. I just wanted to have everyone see my face so that they can put a face to the name, a name to the face, or a face to the name that I'm going. So in case I go off, just want everyone to know that this is me. Let me say that I'm a graduate midwife. So today I'm not generally speaking as an advocate, but also as a graduate midwife. I've worked within different countries across Africa, across Asia, and partly in Bolivia, remotely, but also in person. And what I witnessed across these countries. Can you hear me? Yes, Angela, Yes, we can we can. hear you wonderfully. Please go ahead. Oh, I thought not hear, select mute original audio and you'll be able to hear Angela. Okay, sorry about that. I was saying that from what I witnessed across the countries that I worked in, I decided to stand up and speak with and for mothers, newborns, adolescents, and citizens in general, because I realized that quality, equity, and the dignity in our healthcare facilities must and should be restored. I'm saying this because I became an advocate because of what I saw mothers going through in health facilities. And as a midwife, as a development worker, and basically as a citizen with rights, I felt like something was amiss, and I thought I needed to speak up. Just to start by can you hear me now? Angela, I hear you fine here in the United States. Angela, we can hear you, and you cut out for just a moment, but please continue forward. I think it's a matter of interpretation. And so anyone who, please make sure you're choosing the correct language, and then you want to click the button that says mute original audio so that you can hear the translation correctly. Thank you, everyone. Angela, please go ahead. Thank you. And let me start by saying, defining what I decided to do, and that is advocacy. Advocacy is a set of activities by an individual or group of persons aimed at influencing decisions, either at the political, the economic, or social space. And that is what I decided to do. I decided to leave the bedside. I decided to leave even the programming world where I'd been for around 14 years, and founded and started leading the White Ribbon Alliance in Kenya, because I thought that was what was necessary, and I needed to do something to actually join and bring the voices of women and girls who are suffering in our health facilities to the fore. For those of us who are less familiar, White Ribbon Alliance is a global network whose mission is to propel a people-led movement for reproductive, maternal, newborn, and health rights. While many things have changed since we were formed a few years ago, one thing has remained true today as it did then, that meaningful change can only be sustained through the will of the people. And that is why I decided I needed to be part of that change. And that change can only be realized if all of us join hands as health workers, as citizens with rights, as development workers, as donors, as private sector practitioners, or just individuals, because I at that moment realized that healthcare is everyone's business. And so much so that quality healthcare should be realized by all of us, irrespective of your race, your class, your creed, wherever you are from. Quality healthcare is really a realization. Let me take you through a campaign that we did as White Ribbon Alliance that I will be speaking to. And I would want to hear at the end of the day, what would be your commitment towards realizing the right for reproductive, maternal, newborn health care in our health facilities? So in 2018, as an alliance, we decided to launch what we call the What Women Want campaign that was launched on the International Day of Maternal Health and Rights. That's on 11th of April every year. And we went out to ask women and girls, what does quality reproductive health services mean to you? We decided not to ask the health workers, the programmers, the policymakers. We decided to ask women and girls, the clients themselves. And we asked one simple question: what does quality reproductive healthcare mean to you?
Our open-ended question let women and girls set their agenda, as opposed to beginning with a premise of what is important or asking them to decide among a set of options, like we always do. Women's answers were often unexpected, challenging assumptions and shining new light on the realities of their daily lives. We got 1.2 million responses. We collected. Angela, sorry, I need to interrupt you for just one moment. My apologies. When you choose the language at the bottom, I need you to not choose a language. You've chosen English, which means only anyone else who's chosen English can hear you. So I need you to go back to where you chose the language and turn it off so that the interpreters can also hear you. Oh, I'm so sorry. No, that's okay. We didn't tell you that. So yes, please make sure you do that. And then continue. I apologize for having to interrupt. So what? All right. If you want to try speaking now. Can you hear me? Yes. Can everyone hear her now? Yes, please. Loud and clear. The Spanish Okay. interpreters cannot I hear continue? Angela. The Spanish interpreters cannot hear Angela. No, we Okay. cannot. Sorry. Okay. Okay. I do not know what I'm supposed Angela, to click because I've clicked. Angela, just continue on. We'll see if we can get it fixed from the back end. Please go ahead. Thank you. I was saying that, sorry about that. We collected 1.2 million responses across 114 countries, but most of this came from 8 countries, mostly in Sub-Saharan Africa. And underpinning the analysis was a commitment to ensuring that every single voice was counted, every voice was heard, and the voices of these women and girls were very clear. The number 1 response in Kenya was water, sanitation, and hygiene, that is WASH. This was number 2 globally, meaning that it's an issue that does not just happen in Kenya, but across board. Women believe that strongly that part of having quality and dignified experience during childbirth includes having health facilities with running water, clean toilets, clean beds, and linen. Women are tired of being told to come with buckets to store water for bathing. Women are tired of buying water from vendors while in hospitals. Women are tired of being told to wash their beddings and clean their delivery beds. Women are fed up of being told to brush their teeth in clogged, smelly sinks in health facilities. Women are tired of wading in floors littered with blood and low care because there's no clean water to clean their facilities. The second demand that we had that is tying to the first demand was respectful and dignified care in Kenya, which was number 1 demand globally. Women want to be listened to. Women want to have an interpersonal connection with their health providers. They want compassion as any other health outcome. Should I stop and get everything fixed because I see people can't hear me? Angela, why don't you just continue on? What I'll do at the end is try to provide a little bit of an overview of the highlights, and then people can go back and listen to the recording and we'll, after the fact. So please continue. Okay. I was saying that the second demand was respectful and dignified care in Kenya, which was number 1 demand globally. Women want to be listened to have an interpersonal connection with their health providers. They want compassion. And part of that dignified care is delivering in a clean health facility with running water, a place they can feel respected to deliver in, a place they can comfortably take a bath, have a meal, and get out with no hospital-acquired infections. There were many other responses that we had, and I could list, but I decided to list those 2 key because they are very tight. They were the top most requests in Kenya, but globally. Women want and are demanding basic infrastructure, basic water and hygiene, basic decency. Their responses demonstrate that despite best efforts, we are not meeting women where they are.
We should continue to aim high, but if we cannot provide the most rudimentary needs, we will never prevent women from dying during pregnancy and childbirth, or create an environment where girls grow up empowered to understand and direct their own reproductive health care. As progress on maternal and reproductive health stalls and even reverses in some countries, we need to do something different, something radical. We need to listen to women and girls, because we know they are the critical users of our health facilities. We know that it should not be radical, but then it is, and it has to be. If we want women and girls to visit health centers, if you want them to adhere to the recommended advice that we give them, if you want better maternal health outcomes, their agenda needs to become our agenda, which brings me to our commitment as White Ribbon Alliance. We have decided to engage our first membership, partners and allies, policymakers, health workers, journalists, donors, implementers, and of course, advocates to place water, sanitation, and hygiene high on reproductive and maternal health agendas within Kenya and within our focus countries. This is in addition to the other key demands. We believe that we already know what working in silos is unhelpful at the end of the day. And yet, the more expert we become, the more likely we are to pursue our expertise in more elaborate detail. That women's highest priority demands often intersect with one another. And this reminds us that women's healthcare is one big interconnected challenge. If we attempt to address these demands from our usual silos, we risk missing the full picture, with lives and well-being of women and girls being the consequence. It's obvious that women and girls want to and need us to work together. In answering the question, what is your number one request for maternal and reproductive healthcare? Women did not silo their responses. So why should we, as implementers, as health providers, as donors, as journalists, as whoever is caring about women and girls? And to make sure we don't silo, we will continue to mobilize the voices of women and girls to collectively hold on to not only their leaders, but our community, ourselves, accountable for meeting demands as they articulated them. These are our next steps, but what are yours? You is listening to me today. I'm asking you that you join us in our call that cuts across, that transcends all health and development topics, a call to listen to women and girls. Let's make it a standard operating procedure to have women and girls actively and meaningfully involved in designing policies and programs, which are meant for them, not just as a talking point or was a radical notion. All this calls for a sea of change in ourselves. There has been plenty of local, national, and even regional and global rhetoric about prioritizing the needs of women and girls. But they are telling us that we are, in fact, not listening. For the undeniable fact remains that even that, after decades of effort by the global, regional, and national community, we still have not yet done what women want. Paying closer attention to what women and girls are saying is more important than ever. And we know that pre-COVID, women were already telling us what they struggled to reach health facilities. Women are now facing much more challenges than it is before. And we know that COVID has done us no favors, but it has starkly highlighted how much we still need to do to make sure that women and girls get water. Wherever they live, get their right to safe, decent, maternal and reproductive healthcare. If we are going to build back better, what women want cannot be the purview of a one campaign. Rather, respectively asking what they want, listening to and acting on what they tell us has to be our today business. Each and every day we must think about what are women telling us quality reproductive healthcare means to them. Not just during emergencies like during COVID today. Women are telling us to raise our heads from our studies, proposals and policies to extend our gaze beyond our chosen topics and budgets, suspend our quest for the fastest and latest technology fixes, challenge our own assumptions and assuredness, and listen to them. Equipped with these tools, we can collectively take one step closer to heeding their call. We have no excuse other than our own indifference. So, what do I hope you to conclude from the What Women Want campaign? Firstly, you might think that you know what women and girls want, but we do not. Not unless we systematically ask and respectively listen to women and girls. Secondly, what women want is rich in local details, but also very simple and entirely achievable. It is we who overcomplicate things. Thirdly, women have told us what to do. Now they want us to do it.
women want us to hear them, to value them and what they're saying. Practically, meaningfully, and urgently. The challenge is to you. What are you going to do today? Thank you. Merci beaucoup, Angela. Encore une fois, on s'excuse de toutes ces difficultés techniques. Nous essayons de les résoudre, mais pour l'instant, je voulais simplement, je ne ferai pas honneur à ce qui vient d'être dit, mais je vais essayer de passer en revue quelques-uns des faits saillants et permettre aux gens de poser des questions. S'il vous plaît, utilisez la fonction de clavardage pour poser vos questions ou levez-vous la main avec la fonction prévue à cette fin. Et on va essayer d'avoir des éclaircissements sur ce que Angela a dit. Quelques faits saillants. Bon, l'Alliance White Ribbon a mené une campagne que veulent les femmes pour déterminer ce dont les femmes avaient vraiment besoin, ce qu'elles voulaient. Et un établissement de santé en propre avec de bonnes pratiques d'hygiène était en haut de la liste, la dignité dans les soins aussi et la compassion quand les femmes se rendaient dans des centres de santé. Je pense qu'une chose très importante dans les propos de Angela, c'est demander ce qu'elles veulent et écouter ce qu'elles ont à dire et agir en conséquence, soit par le plaidoyer et la mobilisation des voix des femmes et des filles, changer les politiques, travailler sur les budgets et mettre au défi nos propres hypothèses, nos propres suppositions. Il est important que leur volonté devienne la nôtre. Alors évidemment, je n'ai pas pu tout dire, mais j'ai résumé quelques-uns des propos de Angela. C'est quelqu'un de très passionné. C'est formidable de voir ce qu'elle a pu faire au Kenya et également à l'échelle internationale. À ce stade-ci, j'aimerais demander aux gens s'ils ont des questions pour Angela, s'ils ont pu l'entendre. Et nous allons pouvoir revenir sur ces questions d'éclaircissement dans notre discussion en table ronde. Si vous avez des questions, indiquez-les, saisissez-les dans la fonction de clavardage ou levez-vous la main. Il y a une chose qu'on aimerait faire, c'est donner une petite définition. Angela a donné sa définition du plaidoyer. Je vais donner une définition un peu plus formelle, mais ça aide à clarifier ce dont on parle. C'est un large éventail d'activités menées pour influer sur les décideurs à différents niveaux dans une volonté générale de combattre les causes structurelles de la pauvreté et de l'injustice. Chez les femmes, santé maternelle, autres enjeux de santé. C'est une occasion d'amplifier ce que nous faisons dans tout notre travail en utilisant nos voix, en influant sur les politiques et en développant davantage notre travail pour des changements plus globaux. Je vais maintenant regarder les questions. Angela, il y a une question. En tant que... Est-ce que l'Alliance internationale a eu des échos à propos des questions soulevées dans différents pays? Est-ce qu'il y a eu des réponses ou des actions au Kenya ou dans d'autres pays où votre alliance White Ribbon est présente? En réponse à cette campagne, que veulent les femmes? Angela, pourriez-vous répondre? Oui, moi je vous entends. Je ne sais pas si les autres vous entendent. Allez-y, on vous enregistre, alors vous pouvez procéder. L'interprète n'entend pas la réponse. Encore une fois, l'interprète n'entend pas la réponse.
L'interprète n'entend pas la réponse. Encore une fois, il n'y a pas de son audible. Très bien. Merci beaucoup. Angela a donné quelques exemples. Il y a eu des décisions clés que certains pays ont prises et beaucoup d'autres pays où il y a eu des changements de politique et d'autres actions qui ont été prises basées sur les campagnes. Donc, ce que je vais faire maintenant, parce que je pense que les gens ont encore de la difficulté à entendre Angela. Alors, Angela, je vais vous demander de regarder dans le clavardage et voir s'il y a des réponses que vous pouvez donner dans la zone de clavardage pour tout le monde. Il y a beaucoup de très bonnes questions sur les défenseurs et comment surmonter les obstacles et comment on établit des priorités. Donc, je demanderai à Angela, s'il vous plaît, de regarder et les questions auxquelles on ne peut pas répondre maintenant. Nous allons nous assurer d'y répondre plus tard avec Angela et de faire un suivi. Donc, je veux simplement maintenant changer un peu de sujet et on va tenter de faire un sondage. On aimerait savoir pour tout le monde, il y a beaucoup de personnes ici sur l'appel, on aimerait savoir quel est votre niveau d'expérience avec les plaidoyers. Quelle expérience, donc, est-ce que vous avez avec les plaidoyers pour WASH en particulier dans les établissements de santé ou même pour la santé en général? Ou en fait, d'un point de vue de la santé de ce secteur ou d'autres secteurs. Donc, s'il vous plaît, quand vous aurez une chance, répondez au sondage et cliquez sur Submit, donc soumettre, et on va vous donner quelques minutes pour répondre, et puis on verra ce que vous avez répondu. J'espère que tout le monde peut voir la question, le petit sondage qui est apparu à l'écran. Et va entendre encore une petite minute, mais nous, encore une fois, nous sommes très heureux que vous soyez tous parmi nous et nous avons bien hâte à notre table ronde de discussion et pour entendre vos commentaires sur vos expériences avec WASH dans les établissements de santé, les plaidoyers, le travail que vous faites. Donc, nous allons mettre fin au sondage maintenant. Je sais que peut-être que tout le monde n'a pas eu la chance de répondre, mais on dirait qu'on a quand même beaucoup de personnes qui ont indiqué qu'ils ont un peu d'expérience ou même beaucoup d'expérience. Donc, c'est fantastique de voir la diversité, en fait. Pour les personnes qui ont peut-être peu ou pas d'expérience, vous pouvez voir comment est-ce que ça peut s'appliquer au travail que vous faites présentement. Et donc, c'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir répondu au sondage. Nous allons maintenant passer au reste de nos séances en parlant spécifiquement de les plaidoyers locaux que les gens font, donc les campagnes, les efforts que vous avez faits, qui ont fait en sorte que les campagnes soient réussies et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment vous avez fait face à ces échecs relativement au plaidoyer. Donc, c'est une table ronde, cette discussion, et donc nous voulons entendre beaucoup de personnes s'exprimer. Ça peut être dans le clavardage, où vous pouvez lever la main et on va vous demander de donner un exemple verbal. Et je veux vous dire que nous allons, en fait, les interprètes anglais et français ne peuvent pas s'entendre l'un l'autre. Donc, je vais répéter toute question qui aurait été dite en français, je le répéterai en anglais.
pour que ça puisse être réinterprété dans l'autre langue. Donc, soyez patients, je vous prie, alors qu'on essaie de partager cette information. Donc, si quelqu'un a un exemple des campagnes de plaidoyer locaux, certains succès qu'ils ont connus avec le travail qu'ils font, ça peut être en relation avec les établissements de santé et les services AEH, oui, effectivement. Ça peut être un niveau global, etc. Donc, on a bien hâte de vous entendre, tout le monde, pour le EAH plus précisément, donc WASH. Et je vais commencer maintenant par... on a beaucoup de personnes, en fait, ici qu'on voudrait inviter d'abord. Donc, je veux débuter en demandant à Cynthia Narania, pardon, Naran Gauche de amorcer la conversation. Il fait partie de Tertium. Peut-être que vous pouvez commencer la discussion. Satya. Merci beaucoup. Je suis Satya. On me connaît comme Satyrs. Et donc, je suis un coordonnateur et j'ai 16 ans d'expérience dans le secteur ouest et je travaille un peu partout sur le territoire à faire des plaidoyers. Dans le contexte indien, quand on parle des plaidoyers ou de la défense des droits, c'est, en fait, pas seulement pour nous, mais tous les autres domaines des plaidoyers ou de la défense des droits. Dans mon expérience, donc, il y a 4 ou 5 points. Donc, pour connaître le succès au niveau des plaidoyers dans ce travail, d'abord, est-ce que vous êtes seul à essayer de défendre les droits ou de promouvoir des droits? Est-ce que vous avez un groupe avec vous ou un groupe de gens qui provient du système même dans lequel vous faites la défense des droits? Donc, si je veux, dans les établissements de soins de santé, si je veux une couverture complète pour améliorer les services et ainsi de suite. Et donc, si vous faites un projet pilote dans un seul endroit géographique dans ce district pour modéliser l'approche et ensuite de faire la promotion de ces droits pour les autres endroits dans le district. Donc, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes seuls à parler de ce modèle ou est-ce que nous avons quelqu'un des systèmes gouvernementaux, etc., qui parlent aussi de ce modèle? Donc, je pense que c'est un point important et d'après mon expérience, le travail de plaidoyer connaît un plus grand succès lorsque la partie du système de gouvernement, en particulier les politiques, si on peut les amener à l'avant-plan dans vos efforts de plaidoyer. Et si vous avez un agenda avec lequel le gouvernement s'entend et faire participer son système. Parce que le gouvernement doit écouter au niveau district ou de l'État, ainsi de suite, doit écouter les efforts des gouvernements de base locaux. Donc, mon expérience et ma proposition est lorsqu'on fait une modélisation pour l'approche en matière de plaidoyer, on doit regarder l'autorité, on doit en fait amener l'autorité gouvernementale locale à bas pour qu'il puisse s'exprimer de la même façon que les efforts que nous faisons pour que ce soit échelonné partout au district et au niveau national. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quel est le modèle? Quand on fait la conception d'une approche de modèle pour lequel on veut faire un plaidoyer, il y a quelques questions qu'on doit se poser sur ce modèle. Donc, dans un monde occupé, il faut se demander, est-ce que ce modèle va pouvoir avoir une couverture durable
Par exemple, dans un district où on a 10 blocs, un district qui est divisé en 10 régions avec une petite autorité gouvernementale, est-ce qu'on développe un modèle en sélectionnant quelques établissements de santé, pas 100 de ces établissements pour le modèle, ou est-ce qu'on essaie de faire la modélisation de façon à développer une géographie où tous les établissements sont couverts? Et non seulement les établissements de santé, mais partout dans ce bloc particulier, toutes les écoles, toutes les institutions, etc. Donc, si on regarde quel modèle on a besoin, quand on conçoit donc le modèle, il faut vraiment bien le définir, savoir quel genre de modèle on conçoit. Est-ce qu'on fait la promotion d'un modèle qui va répondre à la question de la couverture universelle, donc partout, ou est-ce qu'on répète la même chose qui s'est passé auparavant, donc on améliore la, la couverture pour ne pas manquer les parties de la population les plus marginalisées. Donc, c'est important d'avoir la réponse à cette question. Donc, c'était ça le deuxième point. Le troisième point, est-ce que professionnellement, régulièrement, c'est le plus grand problème qu'on voit en Inde et partout au monde, c'est que les gens qui jouent des rôles au niveau de la défense des droits, parfois, souvent le font de façon bénévole. Peut-être qu'ils ont d'autres projets et donc ils vont s'occuper de ce travail de façon sporadique. Et donc, pour arriver à avoir un assentiment, l'adoption d'un modèle par les gouvernements partout, ce n'est pas un travail d'un an ou d'une fois par année. C'est un travail qui va durer sur plus d'un an. Donc, ça peut peut-être excéder l'étendue de son propre projet. Donc, ce qu'il faut mettre en place, les efforts donc de plaidoyer doivent être continus et non pas limités dans le projet. Par conséquent, pour professionnaliser cet aspect de plaidoyer, c'est important. Il faut continuer à parler pour que les choses commencent à vraiment progresser. C'est ce qu'il faut, c'est mon point. Il faut continuer les progrès, il faut continuer à pousser. La quatrième préoccupation, c'est que comment est-ce qu'on présente ce plaidoyer? Est-ce qu'on a des points très clairs à souligner? Qui a développé ces points? Qui les a validés? C'est très important. Souvent, j'ai vu ces récriminations qui n'étaient pas claires. C'était bâti par les gens qui allaient faire la mise en œuvre. Donc, qui développe le modèle? C'est un point très important d'avoir une validation de quelqu'un de l'extérieur de l'autorité commune, quelqu'un dans le système qui va venir valider ce qu'on dit, ce qu'on demande, ce que nos preuves démontrent. Donc, ce sont les 5 points qui, à mon avis, sont importants pour le succès dans tout plaidoyer que l'on veut faire. Merci énormément. C'est fantastique. Je crois que vous avez soulevé d'excellents points, créé des shampoings dans les gouvernements locaux, avoir un modèle qui fonctionne effectivement, professionnaliser la défense des droits, que ce ne soit pas seulement des bénévoles, utiliser une voix uniforme et savoir que faire un plaidoyer, ça prend du temps. Il faut utiliser des preuves. Et donc, ce sont d'excellents points et je veux
en fait, nous avons beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions dans le clavardage. Donc, je vais maintenant passer la parole. Il y a un exemple qui a été donné sur l'imputabilité, les stratégies qu'on peut prendre, qui nous provient de l'association de Gradis Banta. Désolée, je ne suis pas certaine si je l'ai bien prononcé. C'est quelqu'un qui représente une organisation française. Donc, si vous pouvez enlever votre sourdine, unmute, appuyez sur éliminer la sourdine et on va voir si on peut vous entendre et entendre l'exemple qu'ils ont donné. Great. It looks like we might not be able Je to pense que nous ne sommes pas en mesure d'entendre. Nous allons revenir à cette personne dans quelques minutes. Maintenant, il y a un exemple aussi qui nous provient de WaterAid, je crois, en Pakistan. Sur la compréhension des politiques existantes comme un composant clé. Donc, Sarah, si vous pouvez enlever votre sourdine, on aimerait vous entendre. Bonjour. Oui, on vous entend. Pourriez-vous peut-être vous approcher de votre micro? Est-ce que c'est mieux maintenant? Un tout petit peu, c'est encore assez faible, mais allez-y. Bien, merci. Ici, au Pakistan, nous avons un projet avec Affaires internationales Canada et nous allons construire certains centres de santé. Mais en matière de plaidoyer, nous devons collaborer avec le gouvernement pour essayer de comprendre quelles sont les lacunes dans les politiques. Ce que nous faisons, c'est que nous examinons les lacunes actuelles au niveau des politiques de santé et nous travaillons avec les services d'éducation dans les écoles et les centres de santé. Donc, on examine les lacunes actuelles et nous croyons qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour rendre ça plus accessible aux femmes et nous allons continuer à travailler avec le gouvernement et les décideurs politiques. Nous allons former le personnel des établissements de santé et dire aux gens de plaider pour eux-mêmes et expliquer comment on peut changer les politiques pour rendre les services plus accessibles aux femmes. C'est surtout ça. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que c'est une excellente observation que vous faites pour ce qui est d'identifier les lacunes dans les politiques, pas seulement dans un secteur, mais dans plusieurs secteurs, et voir comment ces lacunes dans les politiques où il y a un enjeu intersectoriel, comme le AH dans les établissements de santé. Il y a l'aspect santé, mais il y a aussi l'aspect éducation. Je pense que le AH et les écoles, c'est quand même important qu'on soulève ces questions. Nous voulons maintenant passer, excusez-moi, je suis en train de regarder ma liste. Nous avons quelques autres questions à poser. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre la façon dont le plaidoyer se fait de la part des professionnels de l'EAH par rapport aux professionnels de santé? Il y a quand même une belle diversité parmi nos participants. Il y a des gens du secteur de la santé et du secteur eau, assainissement, hygiène. Est-ce qu'il y a des différences dans ce que vous faites pour plaider en faveur de l'EAH dans les établissements de santé? Alors, dites-le nous et j'espère que Annie de WaterAid est présente. Je ne sais pas si elle voulait intervenir là-dessus ou donner quelques exemples du travail qu'elle fait. Annie, êtes-vous là? Oui, bonjour. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, s'il vous plaît, allez-y. Bien, merci.
Je crois que pour répondre à la question qui a été posée au niveau des différences entre la santé d'un côté et les professionnels de l'EH, au Malawi, les promoteurs de l'EH tendent à utiliser des tactiques un peu plus veulent avoir une place à la table et travailler avec les autorités techniques pour discuter des politiques ou proposer des solutions par rapport à l'EAH dans les établissements de santé. Les promoteurs des politiques en santé interviennent plutôt du côté de la société civile. Bon, et interviennent plutôt à ce niveau-là. Bon, pour ce qui est de mes expériences que nous avons acquises, nous sommes une organisation EH, mais nous avons aussi des liens étroits avec le secteur de la santé. Par rapport à la COVID-19, nous avons commencé à notre travail en 2016 et nous avons développé un programme qui s'appelle le défi EAH dans 150 établissements. Quand la COVID-19 est arrivée, nous en étions toujours au point où la question de l'EAH dans les établissements de santé n'avait pas encore beaucoup de visibilité auprès des décideurs et auprès de la population en général. Ce que nous trouvons, c'est que les politiciens tendent à réagir aux scandales ou à des choses qui pourraient leur coûter des voix. Alors, quand le COVID est arrivé, il y a eu beaucoup de scepticisme quant à son existence et il y avait aussi une campagne politique avec des élections présidentielles qui devaient se refaire. Nous nous sommes dit, il faut rendre cette question visible auprès des gens. On l'a fait avec des émissions à la radio où les gens étaient invités à téléphoner. Ces programmes étaient très importants, ces émissions était très importante pour que les gens parlent des problèmes auxquels ils faisaient face. Et nous avons cherché à engager directement le nouveau président en lui écrivant. Même chose pour le ministre de la Santé et de l'éducation pour attirer l'attention des décideurs politiques sur les questions. Alors qu'on ne le fait pas normalement, on a cherché à communiquer avec les gens qui pourraient rendre notre sujet plus visible. On a examiné ce qui se disait sur Internet et un peu partout pour communiquer avec les organisations et leur demander d'intervenir. Et nous nous sommes appuyés sur les alliances et les collaborations pour faire en sorte que la question soit soulevée partout et ainsi les décideurs entendront de toutes parts parler de l'EAH. Et nous avons aussi répercuté les histoires de gens qui ont survécu à la COVID-19 et leur expérience avec l'hygiène. Il y a eu même un membre du Parlement survivant à la COVID qui va parler de la situation de l'EAH dans les établissements de santé. Au départ, les allocations de ressources pour la COVID-19, moins de 5% étaient consacrés à l'EAH, alors que c'était un des meilleurs moyens de défense contre le virus. Alors, nous avons commencé à voir les choses changer. Même dans la grappe EAH, par rapport à l'allocation, maintenant 20% est accordé à l'amélioration de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène, chose que nous n'avions pas vue auparavant, malgré nos efforts antérieurs. Ceci dit, il y a encore quelque chose où on aurait pu faire davantage parce qu'on était vraiment très centré sur la répartition des ressources. C'était la question de la redevabilité parce que d'après les rapports que nous avons eus, beaucoup de fonds COVID ont été dépensés
non pas sur la prestation de services, mais sont allés dans les budgets. Donc, il faut d'une part obtenir les fonds et d'autre part s'assurer que les fonds sont dépensés sur la bonne chose. Alors, au-delà de la visibilité, il y a d'autres questions sur lesquelles nous devons nous pencher. Pour ce qui est de ce qu'il faut faire pour que changer les politiques ou les budgets d'un côté et l'utilisation de ces ressources pour faire avancer notre cause. Merci Annie, vous soulevez beaucoup de points fort intéressants. Par exemple, il est important de comprendre le système et la façon dont les flux financiers se produisent. C'est essentiel pour bien cibler votre plaidoyer là où on en a le plus besoin. Bon, vous avez parlé d'avoir des champions, d'avoir des gens qui ont de l'expérience, une expérience personnelle. Cela en fait des champions encore plus convaincants. Ça, c'est formidable. Et vous avez parlé d'adapter votre approche du plaidoyer au temps de la COVID. Fort intéressant. Il y a plusieurs personnes qu'on aimerait écouter, mais j'aimerais poser d'autres questions auxquelles vous pouvez répondre dans le chat. Comment avez-vous adapté votre plaidoyer par rapport à la COVID, par exemple, ou parce que ce que vous faisiez ne marchait pas au niveau de le AH dans les établissements de santé? Alors, il y a les approches en silo vis-à-vis des approches combinées aussi. Bon, autant de questions qu'on vous pose, mais d'abord, Anita Koudel de la Croix-Rouge suisse. Avez-vous j'ai remarqué que vous avez noté des choses intéressantes dans le chat. Voulez-vous les partager avec tout le monde? Oui, merci Ellen. C'est une belle occasion d'être là et écouter Angela et Satya et les autres. Oui. Bon, à la Croix-Rouge, nous avons toujours travaillé dans le cadre d'un engagement communautaire. Nous travaillons toujours avec la communauté ou les personnes concernées dans les centres pour développer leur capacité de faire leur propre plaidoyer, pour identifier leurs problèmes et leurs solutions, des solutions qui sont applicables dans le contexte local. Et dans mon expérience, j'ai eu une mission récente dans le sud de Soudan. Il est important de travailler auprès des gens les plus vulnérables, les femmes, les jeunes filles, les personnes ayant des incapacités, les amener à parler pour eux-mêmes ou elles-mêmes et clairement identifier les problèmes et inviter les gens à mettre de l'avant les besoins en eau, assainissement et hygiène au niveau local. Bon, il est important aussi de communiquer avec les partenaires et ça permet d'obtenir un meilleur succès parce que dans le secteur AH, il ne suffit pas d'avoir des installations, il faut aussi un système qui entretient les installations et qu'on assure une surveillance quant à l'accès aux services. Alors, donc, il faut développer la capacité des plus vulnérables dans un centre donné et à partir du moment où sinon, c'est le partenaire de mise en œuvre qui prend le dessus. Et je suis heureux d'écouter les autres
et parce que cet enjeu est ici important. Merci beaucoup, Benita. C'est une très bonne observation. Il est important d'amener les gens à s'exprimer et à bien identifier les problèmes, mais et pas seulement pour faire ce premier pas, avoir les compétences nécessaires pour agir aussi. Alors, c'est vraiment très bien. Merci pour cet exemple. Et maintenant, Valentino Grossi, qui a parlé, ou Valentina, elle disait qu'il est impossible, en fait, de... oui, Valentina, êtes-vous là? Vous avez dit qu'il est presque impossible de séparer ces deux questions. Pouvez-vous nous parler? Oui, bonjour. Oui, allez-y, Valentina. Oui, merci. Oui, notre expérience dans la région européenne, nous avons des pays à haut revenu et à faible revenu. Mais même dans les pays à haut revenu, nous avons des défis en matière de EAH, surtout par rapport à la crise de la COVID-19. Des gens disent, bon, assainir, ça, le AH est considéré comme un problème pour les pays en développement. Mais un autre défi pour tous les pays de la région, quel que soit leur niveau de revenu, c'est de les convaincre au niveau national d'intégrer le AH dans des programmes existants et dans toutes les régions. Il est difficile de lutter contre les silos au niveau national. Au niveau de l'OMS, il n'y a pas eu d'entente sur la manière d'organiser les choses, mais pour la première fois l'année dernière, elle s'est jointe au programme et il y a eu des communications qui ciblent le AH dans le cadre des services de santé. Et je pense que les mentalités sont en train de changer au niveau de l'Organisation des Nations Unies et de ses agences. Alors, il faut convaincre les pays de contrer les silos et permettre aux gens de travailler ensemble parce qu'il y a beaucoup d'investissements et de budget où le AH est un moyen critique pour solutionner les problèmes. Merci beaucoup, Valentina. Encore une fois, nous avons beaucoup de commentaires intéressants dans le chat. J'ai vu une question passer à mon écran. Si vous êtes nouveau dans le plaidoyer, quels sont quelques-uns des moyens qu'on peut employer pour commencer? Alors, pour les gens qui le font depuis un bon moment ou qui ont plus des antécédents dans les programmes, mais ont trouvé des façons d'intégrer le H dans leur travail, on pourrait peut-être donner des exemples. Et aussi, pour revenir à l'adaptation de son plaidoyer, j'ai posé la question. En ces temps de la COVID, bon, on a des rencontres traditionnelles avec des responsables de haut niveau qu'on ne peut plus faire en personne. C'est une possibilité. Alors, si on peut continuer à regarder les échanges, il y a quelqu'un, Larry, je pense, voulait partager une expérience. Oui, bonjour. Bonjour des États-Unis, à Allen Springs, dans l'Arkansas. Oui, et je parle au Club des Rotariens un peu partout aux États-Unis sur l'importance de lutter contre le gaspillage dans les établissements de santé. Évidemment, on nous a appris quand on commençait dans le domaine, quand il y avait un surplus de médicaments, bon, on le jetait dans l'évier ou dans la toilette et on tirait de la chasse. Maintenant, il y a au moins 31 produits pharmaceutiques dans l'eau potable aux États-Unis et il n'y a pas de procédé
connus pour les enlever, à moins d'utiliser de techniques de distillation qui coûtent très cher. Alors, ce sont des produits, des chimiques éternels d'après l'EPA. Il y a certaines villes qui ont de 40 à 50 produits chimiques dans leur eau potable. Alors, on demande aux Rotariens de soulever la question auprès des autorités municipales. Et c'est intéressant de voir à quel point il y a des membres des Rotariens qui sont professionnels de la santé. Et donc, on intervient au niveau des établissements de santé pour mettre fin à cette pratique de jeter les médicaments et les autres produits chimiques. Merci énormément. Je veux maintenant, c'est une bonne question. Les éviers et les toilettes. Jane de IRC a une question. Jane, voulez-vous poser la question? Et comme je vous connais bien, je connais un peu le travail que vous faites. Vous pourrez peut-être vous aussi donner des exemples de ce que vous avez fait pour faire de l'engagement dans le cadre de vos plaidoyers en faveur de l'EAH. Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci, Jane. Oui, merci. Ma question était avec les autres partenaires, y compris d'autres personnes qui sont impliquées ou qui sont intéressées aux mêmes enjeux. Alors, comment est-ce qu'on les amène à bord? Comment est-ce qu'on les rejoint, ces personnes? Comment qu'on les identifie? Et comment est-ce qu'on les trie, plus ou moins, pour savoir qui va vraiment nous appuyer et qui peut-être ne nous appuiera pas, surtout avec les représentants élus. Donc, comment est-ce que ce processus-là fonctionne? Parce qu'une campagne de plaidoyer sur un enjeu qui est considéré une question gouvernementale, donc, les établissements de santé concernent la santé et donc on peut avoir des problèmes à savoir à qui parler, qui va vraiment être à bord. Et le travail qu'on fait, nous, au Ouganda, c'est à 2 niveaux, national pour engager le ministère de la Santé, sa division, ce département, en fait, et d'autres départements qui sont impliqués ou en fait qui font du travail dans les établissements de santé pour s'assurer que ce n'est pas simplement les patients d'un jour et ainsi de suite, mais vraiment la gestion de ces établissements. Et le type de plaidoyer qu'on fait, c'est que d'abord, on veut que ces enjeux soient très hauts sur l'agenda. C'est facile de dire qu'on a des établissements de santé à différents niveaux, 1, 2, 3 et 4, et d'avoir des infrastructures, mais c'est autre chose d'avoir toutes les exigences dans ces installations et dans notre cas, d'avoir des services de EAH dans ces installations, d'où ça vient, quelle est la qualité de l'eau, est-ce que c'est à des endroits qui sont clés dans les installations en question? Si c'est une installation qui a, par exemple, un service de maternité, est-ce qu'il y a accès à l'eau dans la distance la plus courte possible où on n'a pas à sortir de la salle des naissances? Donc, c'est le genre de plaidoyer qu'on fait et on utilise notre travail dans les districts et pour ensuite d'amener les preuves à un niveau national pour intégrer ces installations dans une plateforme internationale avec le ministère de la Santé et aussi par d'autres partenaires comme WaterAid, qui a fait beaucoup de très bon travail, en particulier dans les villes,
pour avoir de l'eau pour les gens et le même genre de travail aussi dans certains districts dans le sud-ouest de l'Ouganda. Donc, c'est ce que je voulais soumettre et c'est aussi une question. Et je laisse cette question sur comment la façon de travailler, en fait. Et donc, WaterAid, Water for People et d'autres organisations comme ça, nous avons la même vision, nous avons des objectifs semblables, donc nous poussons pour les mêmes choses dans ces localités où nous opérons. Et quand on parle des partenariats ou des gens comme les représentants élus, parfois on n'est pas trop certain de ce que les politiques vont dire et comment les politiques vont réagir, recevoir le message et aussi donc, il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Nous générons donc les preuves nécessaires. Nous partageons nos résultats de recherche. Souvent, on va rédiger des documents pour ces gens-là si on veut vraiment que ces choses-là soient poussées au Parlement, au comité ou dans les sous-comités au niveau du district. Et les médias, oui, ils participent, ils font leurs propres recherches parfois. Ils vont faire leurs propres entrevues, mais parfois, ils ne sont pas trop certains de qu'est-ce que c'est que le message que vous voulez vraiment transmettre. Et c'est le message que c'est important que ce soit clair quel message, parce que parfois, on travaille et on voit les unes dans les journaux et on n'est pas trop certain d'où ça vient. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec tous ces différents partenaires quand on essaie de progresser avec sa campagne? Merci, Aileen. Merci beaucoup, Jane. Donc, je ne sais pas si vous ou quelqu'un d'autre a une réponse que vous voulez donner pour cette question. Vous pouvez le faire par la section clavardage ou retirer votre sourdine pour partager vos commentaires. Annie, vous êtes là? D'accord. Donc, si quelqu'un a une réponse pour Jane ou à d'autres questions qui ont été posées, allez-y. Et je veux faire un retour pour voir s'il y a quelqu'un de l'association Cardes des Banja. Et je suis désolée je ne prononce pas bien le français, mais donc je voulais partager leur exemple. Et ensuite, nous allons revenir, je crois que c'est Denis de WaterAid de Lyon. Est-ce que quelqu'un veut, pour l'instant, partager, quelqu'un de l'association Frères des Banja? Bonjour. Oui, allez-y. Je vous parle de Kaila en East Ontario. Moteria. Oui, allez-y. Donc, c'est un projet qui a été fondé par une association canadienne. L'interprète n'entend pas bien. C'est des programmes qui sont dans les écoles, les communiqués dans le district de Calan. On espère avoir une bonne expansion après ce projet pilote au niveau national, mais pour l'instant, on utilise ce district pour faire les essais et voir comment est-ce qu'on peut apprendre des leçons qu'on pourra reproduire ensuite au niveau du pays. Donc, au niveau du plaidoyer, dans cette partie du pays, nous utilisons un processus compact parce que le programme de AH dans les écoles et les établissements de santé, c'est un gros problème pour nous, en particulier pour l'hygiène et la gestion. Ce n'est souvent pas une priorité des consuls et ça ne fait pas vraiment partie de l'éducation non plus. Donc, on a décidé d'utiliser l'outil compact parce qu'on en a fait l'essai auparavant par d'autres organisations et d'autres districts. Donc, on a décidé d'utiliser une approche semblable. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une réunion des intéressés clés, les décideurs, des politiques et ainsi de suite. Et puis, on les fait participer avec des participants, on les fait consulter des participants pour identifier les enjeux clés, comment solutionner ces problèmes.
Donc, pendant ces séances, donc on identifie quels sont les enjeux et quelles sont les priorités. Et des solutions sont aussi identifiées de façon très intelligente qui va constituer ensuite un plan d'action. Et ce plan d'action est intégré dans le compact, qui est un processus à 2 étapes. Je fais ceci, vous faites cela pour régler ce problème et puis on atteint notre objectif. Donc, pour chaque problème, il y a un point d'action et il y a des personnes aussi qui vont diriger ces points d'action avec un échéancier, avec des cibles déterminées. Et donc, quand vient le temps de passer en revue la performance de ces actions, si on a atteint certains jalons, en fait, si on n'atteint pas certains jalons, alors le compact va être réinitialisé. Donc, ce cycle se poursuit de façon continue jusqu'à ce que toutes les cibles aient été atteintes. C'est le processus que nous utilisons comme mécanisme de plaidoyer. Donc, Compact a une section pour les engagements. Donc, il y a un domaine où on pourra dire voici, c'est ma division, mon consul, etc., s'engage à cette action d'ici telle date. Et nous et nos partenaires allons faire un suivi constant pour leur rappeler de prendre des actions qu'ils ont promis parce qu'ils se sont déjà engagés envers cette action. Donc, c'est essentiellement ce qu'on fait et on a connu certains succès. Un, qui était d'allouer un certain pourcentage du budget du consul pour répondre à ces enjeux. Et donc, on a une directive maintenant du consul pour voir qu'un pourcentage des budgets soit alloué à nos enjeux, en particulier dans les écoles et les unités de soins publics. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. C'était Denis, n'est-ce pas? Oui, c'est de Margarita Leon, oui. Merci beaucoup pour votre contribution, Denis. Je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'outils, et on va en parler à la conclusion, les outils que vous pouvez utiliser donc pour votre plaidoyer. Mais je crois que les points que vous avez faits sur l'imputabilité ou la redevabilité et d'avoir des actions concrètes dans l'outil et avoir des engagements qui soient pris par, je dirais, toutes les parties, c'est vraiment c'est nécessaire. Et d'être capable de faire le suivi de cet engagement, c'est très important. Et ça joue un rôle au niveau de l'imputabilité et du plaidoyer. Donc, c'est un très bon exemple. Merci, Denis. Il y a aussi d'autres outils qu'on mentionne dans le clavardage, dans le chat. Et on va donner d'autres exemples d'outils et de ressources donc, qui peuvent vous aider à lancer un projet ou à poursuivre votre plaidoyer. Et donc, je veux passer la parole à Faith Chabidi des Olympiques spéciaux pour parler un peu des handicaps, les différentes approches qu'on peut prendre pour faire le plaidoyer dans ce contexte pour ces gens-là qui souffrent de certains handicaps. Faith, vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez retirer votre sourdine? Oui, je suis ici, merci. Je voulais répondre à la question de Lance. Qu'est-ce qu'on veut apprendre ici? Pourquoi on s'est joint? Donc, les gens avec des handicaps ont des enjeux aussi qui se rapportent à l'EAH. Et quand on regarde les histoires et les enjeux pour lesquels on doit faire un plaidoyer, leur voix est souvent oubliée. Donc, c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que les plaidoyers EAH font et comment on peut s'assurer que les gens qui ont des handicaps soient inclus dans ces plaidoyers. Par exemple, Denis parlait d'un projet qui utilise l'outil Compact pour faire le plaidoyer des enjeux de santé. Et parmi les gens qu'ils identifient pour trouver les enjeux, est-ce qu'il y a une voie pour des gens qui ont des handicaps, comme l'hygiène pour les menstruations? C'est un gros problème chez les jeunes femmes qui ont des handicaps intellectuels et aussi
les enjeux qui impliquent la disponibilité aux installations EAH. Est-ce que les gens avec des handicaps intellectuels savent comment utiliser ces ressources? Est-ce qu'on leur dit comment faire leur propre plaidoyer pour les choses dont eux, ils ont besoin? Aussi pour les jeunes enfants qui ont des handicaps, les jeunes et leurs parents qui doivent s'occuper d'eux. Donc, ce que j'espère, c'est que avec la continuation de l'analyse de ces outils et de ces gens, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ceux qui ont des handicaps intellectuels puissent participer à ce processus? Excellent, Faith. Merci énormément. C'est très important et je dirais même que cette question devrait être posée à Denis, qui a utilisé l'outil Compact et nous répondre dans la section clavardage. Comment est-ce qu'on se préoccupe des gens qui ont des handicaps dans le processus? Et si on ne le fait pas, comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça dans cet outil ou est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent répondre à ces enjeux? Donc, Faith, merci énormément pour vraiment ces bons commentaires. Il y a eu un autre commentaire de WaterAid South Africa concernant l'établissement de réseaux EAH via WhatsApp. Et je pense qu'il y a beaucoup de très bons exemples de différents outils, différentes approches et d'autres choses qui sont utilisées, qui sont adaptées en fait et utilisées comme les différents espaces dans lesquels les voix sont déjà présentes pour essayer de vraiment pousser certains de vos points, de vos plaidoyers et de créer une voix collective. Donc, je pense que c'est très intéressant. Et donc, on n'a pas le temps, malheureusement, d'entendre, je pense, Marine de WaterAid, Afrique du Sud. Mais je pense que ce sont tous de très bons exemples, de très bonnes conversations qui se passent dans notre chat. Et nous sommes très conscients de l'heure et on veut s'assurer de terminer à l'heure pour tout le monde. Et donc, j'ai en fait quelques points saillants des discussions que je voudrais mentionner maintenant, tout simplement pour nous ramener en fait à certains points à retenir. Et ensuite, on va parler des prochaines étapes et où vous pouvez aller pour avoir plus d'informations. Donc, certains des points à retenir aujourd'hui, on a entendu beaucoup de très bons exemples de partout à travers le monde et il y en a beaucoup plus. Je sais que dans mon travail quotidien, je travaille avec des partenaires partout à travers le monde qui à faire toutes sortes de plaidoyers à tous les différents niveaux pour les installations EAH en santé et des enjeux de différents secteurs. C'est très intéressant de voir la diversité des approches et la façon dont les individus et les organisations sont en mesure de s'adapter quand parfois le plaidoyer ne fonctionne pas de la façon qu'ils veulent. Donc, ce sont vraiment de très bonnes discussions qu'on a eues aujourd'hui. Donc, encore une fois, quelques points saillants. Créer des champions dans le gouvernement local, c'est un concept très intéressant. Et il y a un document qu'on vient de rédiger dans le Watershed Program qui souligne vraiment cet élément où plus vous pouvez faire participer le gouvernement dans le processus dès le tout départ dans les discussions, alors vous créez vraiment des champions. Donc, d'avoir des champions qui sont dans les gouvernements locaux, qui vont faire des plaidoyers aux gouvernements nationaux pour les enjeux qui sont importants, ça fonctionne très bien. Et professionnaliser les plaidoyers. Souvent, la défense des droits, c'est de façon opportuniste et ce n'est pas quelque chose qui reçoit autant d'attention peut-être qu'on le voudrait. Donc, plus c'est professionnel et plus c'est une voix uniforme qu'on peut avoir dans nos plaidoyers, alors le mieux ce sera. Et aussi, la reconnaissance que les plaidoyers, ça prend du temps de faire la défense des droits, utiliser de la stratégie, de la planification, c'est très important à ce niveau. Et ensuite, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a des outils que je vais mentionner dans quelques minutes, mais la façon dont on peut adapter son plaidoyer quand on progresse, c'est très important. Donc, être souple, faire une réflexion sur tous les différents aspects de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et une chose, je pense, qui a été soulignée plusieurs fois, c'est qu'il faut connaître le système. Les gens qui comprennent le système politique, la façon dont les politiques sont faites, la façon dont les budgets sont alloués,
C'est très important de savoir qui cibler et où cibler avec tous ces efforts de plaidoyer. Et donc, il y a des dynamiques dans tout le travail qu'on fait et donc de bien comprendre ces dynamiques de puissance pour savoir qui détient le pouvoir pour faire le changement que vous voulez vraiment voir. C'est très important également. Donc, sur ce, si vous pouviez nous montrer la dernière diapo que nous avons, je veux simplement voir un peu vous parler un peu des ressources et vous donner un peu des remarques pour la conclusion. Et donc, on veut vous remercier d'avoir participé. Nous savons que nous avons eu quelques difficultés avec l'interprétation aujourd'hui, mais la séance a été enregistrée. Nous sommes très heureux d'avoir pu entendre parler différentes personnes à travers le monde. Donc, merci encore une fois d'avoir pris le temps de participer et de partager vos expériences. Nous allons envoyer un courriel de suivi qui va inclure de l'information sur les ressources, sur l'inscription pour la prochaine table ronde et aussi s'assurer que vous avez accès aux vidéos à l'enregistrement d'aujourd'hui pour que vous puissiez entendre tout ce que vous avez peut-être manqué en cours de route. Et s'il y a des questions qui restent encore dans le chat, on va essayer de faire le suivi. Il y a deux, parce que c'est la première dans une série de 3 tables rondes concernant le plaidoyer en faveur de l'EAH. Nous voulions être certains que vous soyez au courant des 2 autres tables rondes, la table ronde numéro 2 et le 3 mars. Vous allez avoir de l'information sur la manière de s'inscrire, c'est plaider en faveur de la redevabilité. Et la dernière table ronde aura lieu le mercredi 17 mars. Il s'agirait de plaider en faveur du financement en matière d'EAH. Nous espérons pouvoir vous compter des nôtres pour ces 2 tables rondes. Il y a aussi une trousse outils sur l'EAH dans les établissements de santé. C'est une occasion d'explorer l'incorporation dans ce que vous faites. C'est Global Water 2020 qui l'a produit. Il y a plusieurs rapports qui ont été produits par d'autres organisations ou d'autres partenariats, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, de l'Alliance White Ribbon, où il y a aussi quelque chose sur un cours sur le renforcement des systèmes d'assainissement. Le Wash Systems Academy, notamment, a produit quelque chose. Il y a des ressources et de l'information à partager de ce côté-là. Il y a de nombreuses communications et d'articles qui ont été produits par toute une série de programmes WaterAid, IRC, le programme Watershed, bassin versant, vient de faire campagne sur la manière de faire entendre votre voix. Il y a donc beaucoup de ressources. Si vous n'avez pas déjà fait du plaidoyer, ou des gens qui, lors du premier sondage, ont dit « j'ai peu ou pas d'expérience », il y a toutes sortes de moyens de démarrer. Et pour les gens qui sont assez avancés en plaidoyer, nous espérons que vous allez pouvoir prendre des exemples dont il est question aujourd'hui pour améliorer ce que vous faites déjà. Là-dessus, nous allons commencer à clore la séance. Je recède la parole à Daniel pour quelques mots de clôture. Merci beaucoup, Ellen et Angela et toutes les autres personnes qui nous ont parlé ce matin. Nous apprécions beaucoup ce que vous avez dit. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. On s'excuse des difficultés techniques au début. Nous allons résoudre ces problèmes, du moins nous l'espérons, pour les tables rondes 2 et 3. Soyez des nôtres. Si vous avez reçu le lien directement d'un collègue ou dans un courriel qui vous a été envoyé,
assurez-vous de nous communiquer vos coordonnées pour que nous puissions vous envoyer les ressources et l'information sur les prochaines tables rondes. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. Nous apprécions énormément cette discussion. Merci.